Et donc 1777, les pharmaciens sortent de cet ensemble grâce à la création du collège de pharmacie. Alors, des noms de médecins ou de pharmaciens du passé, beaucoup sont venus jusqu'à nous. On connaît Dioscoride, on connaît Hippocrate et on connaît Galien. Et Galien, eh bien, on le retrouve ici dans cette pharmacie, puisqu'on a ce qu'on appelle du sérat de Galien qui se trouve sur ces la théorie des humeurs. La théorie des humeurs, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Toute la création humaine, enfin vivante, voilà, toute espèce vivante, sont référencées sur une grille à 4 cases, chaud, froid, sec et humide. Et chaque être humain, chaque plante, chaque animal a une position sur cette grille. Tout ce qui est femme, femelle, féminin va être du côté, je vous donne en mille, chaud et humide, et tout ce qui est le principe masculin va être du côté froid et sec. Si chacun reste bien à sa place sur la grille, pas de problème, pas de maladie. Par contre, si vous basculez vers le principe qui n'est pas l'autre, là vous êtes en déséquilibre, donc vous êtes en maladie, donc on doit vous prescrire un médicament. D'accord? C'est ça la théorie des humeurs. Vous allez trouver ça complètement loufoque, ça n'est pas tant que ça. Quand vous avez de la fièvre, vous basculez vers le chaud et l'humide, et on doit vous ramener vers le plus froid et plus sec. Et puis, la troisième origine, vous l'avez deviné, l'origine animale, où alors là on va avoir la poudre de vipère, les yeux de cloporte, les yeux d'écrevisse, enfin tout un tas de choses très radoutantes qui ne font pas du tout penser à la pharmacie, mais plutôt à la sorcellerie et vraiment à l'univers des sorcières, oui, effectivement. Voilà. Donc,
ça tombe à environ une cinquantaine au XVIIIe siècle. Et dedans, je vais vous donner des exemples, on va trouver le gingembre, l'iris, le poivre, la gentiane, la cannelle, le fenouil, la rose, la réglisse, la myrrhe, le citron, etc. Et donc, ce remède, qu'on va d'ailleurs appeler la miraculeuse substance, vous voyez, c'est tout un programme, on considère que c'est une panacée universelle. On va donner ça pour soigner plein de maladies. On va beaucoup l'utiliser aussi on va aussi beaucoup l'utiliser pendant les épidémies. Elle me perturbe, elle fait des bruits bizarres derrière le piano. On va aussi beaucoup l'utiliser pendant les périodes de peste, parce que vous savez, pendant la peste, on ne sait absolument plus quoi donner. Donc, allez, on va tenter pour le tout, on va donner de la thériaque. La thériaque est un produit qui doit fermenter longtemps et qui se consomme pendant très longtemps aussi, d'où la possibilité d'avoir des grandes quantités en réserve. Mais en tout cas, si ça ne guérissait pas, ça faisait au moins passer le mal, tout simplement parce que dans la thériaque, il y avait une forte dose d'opium. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a de l'extrait d'opium aussi en prise comme ça, comme simple, d'accord, comme simple médicament. Et ça nous paraît bizarre, mais autrefois, au XVIIIe siècle, si je vous avais fait cette visite au XVIIIe, je n'aurais à aucun moment, contrairement à ce que je viens de faire, prononcé le mot médicament. Le mot médicament est complètement anachronique. À l'époque, on disait des drogues. Vous voyez ce pot tout en haut, celui qui n'a plus son couvercle, eh bien ce pot de Mithridate rappelle l'histoire de Mithridate VI Eupator, alors un nom un peu compliqué pour désigner celui qui était le roi du Pont. Le Pont, c'était un royaume qui se trouvait à la place de l'actuelle Turquie, à l'époque de l'Empire romain, et comme bon nombre de royaumes du pourtour de la Méditerranée, ce royaume était en guerre contre les Romains. Et Mithridate VI Eupator était en guerre contre Pompée. Et il n'avait qu'une angoisse, c'était de se faire empoisonner. Donc, depuis très jeune, il avait ingéré chaque jour une dose infime de ciguë, puisque c'était le poison le plus répandu à l'époque, pour s'immuniser contre la ciguë. D'accord? Et donc, il en ingérait tous les jours, de manière à ce que, si un jour on essayait de lui donner une forte dose, son corps aurait été préparé à résister à ce poison. Cette idée, qui a donc pris ensuite le nom de mitridatisation, eh bien, nous semble, nous, aujourd'hui, un peu bizarre, mais c'est un principe qui est toujours utilisé de nos jours, vous savez, pour le traitement des allergies. C'est le principe de l'immunothérapie, tout simplement. Amour
on a la facture d'achat dans les archives de la Fondation. Il y en avait pour plus de 1200 livres. 1200 livres, c'est le prix d'un hôtel particulier dans une grande ville en France au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dépense que ça représentait pour les princes de Condé. C'est donc, ils étaient immensément riches. Donc c'était, encore une fois, pour les princes de Condé, un moyen de montrer leur puissance. Regardez, quand ils se font construire des écuries, hein, c'est pas une petite écurie au fond de la cour, voilà. C'est ce qu'on appelle les grandes écuries. Les princes de Condé, ils ont toujours été très près du trône. Ils ont toujours été les cousins des rois de France, princes de sang. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont été à deux doigts de monter sur le trône parce que les dauphins mouraient, parce que les héritiers mouraient. Et à chaque fois, ils se disaient oh, « ça va être notre heure ». Ça n'a jamais été leur heure. Donc, ils ont toujours montré leur pouvoir, leur puissance, leur richesse. Et vraiment, cette collection de 1786, c'est vraiment une nouvelle dépense somptuaire des princes de Condé. Et on a l'impression presque la dernière avant ce qui va représenter la fin, au moins pour un temps, des princes de Condé, c'est-à-dire la Révolution française et la fin de tout ce faste à Chantilly.